Bonjour tout le monde, ici Georges Bouchemi de Campagne Québec Vie. J'ai un plaisir immense et un honneur aujourd'hui de vous présenter Jean-Claude Dupuis, l'historien, et il vient de publier un livre du nom de « Pour en finir avec le mythe de la Révolution tranquille ». Et nous allons parler de ce livre aujourd'hui avec lui. Alors, bienvenue, Monsieur Jean-Claude Dupuis. Bonjour, Monsieur Bouchemi. Bonjour. Alors, je vais décrire un peu Monsieur Jean-Claude Dupuis. Alors, né en 61, a étudié au Collège de l'Assomption, au Cégep de Saint-Jérôme, à l'Université de Montréal et à l'Université de Laval. Diplômé en histoire, en droit et en pédagogie, il fut procureur de la Couronne pendant quelques années avant de faire une maîtrise sur l'Action française de Montréal. Ensuite, un doctorat sur Monseigneur Elzéar Alexandre Taschereau et le catholicisme libéral au Canada français. Alors, des études approfondies en histoire du Canada français. Et maintenant, il vient d'écrire un livre du nom de « Pour en finir avec le mythe de la Révolution tranquille ». On parle d'un recueil d'essais inscrits à contre-courant de l'histoire officielle en s'attaquant au mythe fondateur du Québec contemporain, la Révolution tranquille. Alors, Monsieur Dupuis, pourquoi avez-vous écrit un tel livre? Pourquoi s'attaquer à ce qui a fait du Québec un pays pleinement moderne, arrivé dans la modernité, dans la démocratie? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais avec cette Révolution tranquille? N'était-ce pas une modernisation et une démocratisation du Québec, tout simplement? Ben non, justement, j'ai écrit un livre pour contester l'image habituelle que l'on fait de la Révolution tranquille. On nous dit que la Révolution tranquille, c'était la modernisation et la démocratisation du Québec. Mais avant 1960, je m'excuse, le Québec était tout à fait moderne. Regardez la société québécoise telle qu'elle était en 1940-1950. Elle est tout à fait au diapason du reste de l'Amérique du Nord, que ce soit sur le plan économique, technologique, social. Et c'était aussi une société démocratique. Hein? On a accusé Duplessis d'autoritarisme. Une formule que Duplessis aimait beaucoup employer, c'était la suivante. Il disait, on m'accuse d'être un dictateur, mais est-ce que vous en connaissez beaucoup des dictateurs qui font des élections à tous les 4 ans? Or, avant 1960, au Québec, on avait des élections démocratiques, libres. Le Parti libéral qui s'opposait à Duplessis avait autant de moyens financiers et de communication que l'Union nationale. J'irais même jusqu'à dire que les élections étaient peut-être plus libres à cette époque-là qu'aujourd'hui, quand on pense à la concentration des médias et aux coûts faramineux qu'imposent les campagnes électorales de nos jours. Alors donc, cette idée que la Révolution tranquille aurait été une modernisation et une démocratisation du Québec, ben c'est faux au départ. Alors, qu'est-ce que ça a été essentiellement la Révolution tranquille? Ça a été un mouvement de déchristianisation. OK. Alors, vous parlez de plusieurs mythes. Il n'y a pas seulement même un mythe. Disons que la Révolution tranquille, en tant que telle, est comme une constellation de mythes et vous en déboulonnez quelques-uns dans votre livre. Donc, vous avez parlé de Maurice Duplessis. Donc, n'était-il pas un genre de dictateur qui gardait le Québec dans l'obscurité cléricale? Et ne fallait-il pas attendre sa mort avant que le Québec se rattrape avec par exemple, avec un système d'éducation moderne? Ne fallait-il pas attendre qu'il meure pour que le Québec entre vraiment dans un système d'éducation qui permettait aux élèves de vraiment s'épanouir de façon à ce qu'ils aient accès à toute l'information et pas seulement ce que le clergé dictait? En fait, l'image que vous tracez de Maurice Duplessis, c'est l'image classique que les historiens, les journalistes en ont fait dans les années 1960-1970. Cette image nous vient surtout de ses adversaires. Alors, je me souviens, dans les années 1970, quand on faisait un reportage à Radio-Canada, par exemple, sur l'époque de Duplessis, il y avait une personnalité qui était toujours invitée, et c'était presque la seule, c'était Georges-Émile Lapalme, le chef du Parti libéral, chef de l'opposition à l'époque de Duplessis. Donc, on pourrait dire que l'histoire de Maurice Duplessis a été
été, dans un premier temps, écrite par ses adversaires. Alors ça vaut ce que ça vaut. À partir des années 1980, alors ça date quand même pas d'hier, mais les historiens ont commencé à remettre en question déjà dès le début des années 1980, cette image de la grande noirceur. Aujourd'hui, je pourrais dire que dans les travaux historiques, les travaux scientifiques, ça ne tient plus. Il n'y a plus un historien sérieux au Québec qui reste rattaché à ce mythe de la grande noirceur. Cependant, on dirait que les travaux historiques n'ont pas rejoint l'opinion publique. L'opinion publique reste marquée par une image là, qui avait été tracée dans les années peut-être 1970. En réalité, Maurice Duplessis était un homme de son temps. Vous savez, il y avait en Amérique du Nord plusieurs autres chefs de gouvernement qui étaient du même style. On pourrait comparer par exemple Duplessis à Bill Bennett, qui était premier ministre de la Colombie-Britannique dans les années 1950. Manning en Alberta. On a fait aussi une comparaison avec MacDonald, qui était premier ministre de la Nouvelle-Écosse. Et on pourrait aussi faire des points de comparaison avec plusieurs gouverneurs des États américains. Donc, non, le Québec était tout à fait au diapason du reste de l'Amérique du Nord. Mais qu'est-ce que c'était que le duplessisme? Je dirais que c'est un alliage entre la tradition et le progrès. Il faut savoir qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il faut se rappeler qu'on est en période de transformation économique, il y a une croissance du niveau de vie phénoménale, une urbanisation, mais en même temps, les gens viennent de la campagne. Ils sont nés à la campagne, ils déménagent à la ville, à Montréal. Leur mode de vie change, leur mode de pensée ne change pas aussi rapidement. Et ce qui a fait le succès de Maurice Duplessis, c'est que son discours correspondait tout à fait à l'étape d'évolution où le Québec était rendu à ce moment-là. Je dirais que Duplessis, c'était un homme de la ville, un homme de la modernité, mais qui savait parler un langage de la campagne et un langage traditionnel. Et c'est ce qui explique son succès électoral. Mais comme je vous dis, il n'était pas le seul en Amérique du Nord à faire ça. Il y en avait beaucoup d'autres à la même époque. Mais selon vous, est-ce que Maurice Duplessis était trop allié à l'Église, ce qui causait un retard chez les Canadiens français parce qu'ils auraient été comme obscurcis ou gardés dans l'obscurité par le clergé, puis Duplessis était trop rattaché au clergé. Et c'est ce qui expliquerait le retard économique et pédagogique du Québec. Il y a une thèse de doctorat qui vient d'être faite à l'Université McGill par un jeune historien du nom d'Alexandre Dumas qui a étudié justement les relations entre Maurice Duplessis et l'Église, en fait plus particulièrement avec les évêques. Et lui, il est arrivé à une conclusion tout à fait contraire. Il dit non, le gouvernement de Duplessis et l'épiscopat québécois n'étaient pas politiquement alliés. En fait, il a réussi à trouver à peu près une demi-douzaine de prêtres au Québec, sur quelque chose comme 2 ou 3 000 prêtres à ce moment-là, qui ont pris des positions publiques en faveur de Duplessis. Alors ça fait partie de la légende. Duplessis faisait son travail de premier ministre. Les évêques faisaient leur travail de chef de l'Église. Bien sûr, à cette époque-là, l'Église et l'État collaboraient ensemble dans le domaine de l'éducation et dans le domaine des affaires sociales, de la santé. Mais chacun savait tenir son bout et respecter le champ de compétences de l'autre. Donc, non, je ne vois pas d'alliance indue entre Duplessis et l'Église catholique. Vous avez parlé un peu d'éducation, comme quoi c'était une étape majeure dans la transformation des Canadiens français en ce que vous appelez québécois, là, le nouveau peuple qui s'est transformé, s'est passé de Canadiens français à Québécois, et ça s'est fait par le biais d'une transformation en éducation, et une figure principale de cette transformation-là fut Paul Guérin-Lajoie, et vous avez consacré un chapitre à l'analyse de ce personnage-là et de cette transformation du système éducationnel comme étant représentatif de cette transformation en profondeur du peuple canadien-français en néo-québécois ou en québécois. Alors, pouvez-vous dire comment et vous avez parlé d'antichristianisme. Alors, comment est-ce que cette transformation du système d'éducation représente vraiment
l'antichristianisme de certaines élites avant la Révolution tranquille. Comment est-ce qu'on peut voir par cette réforme scolaire l'essentiel de la Révolution tranquille qui fut un rejet du christianisme? L'idée maîtresse du rapport Parent et de la réforme scolaire qui a été réalisée par Paul Gérin-Lajoie, c'était que les Canadiens français devaient être capables de compétitionner les Anglo-Américains sur le plan économique. Et on avait une idée fausse, un préjugé, mais elle est fait que notre système d'éducation catholique préparait mal au monde moderne, à la technique. On disait les Anglais ont le sens des affaires. Et pourquoi les Anglais avaient plus le sens des affaires que les Canadiens français? Bien, c'était dans l'esprit de bien des gens, parce que leur éducation était différente. Ils avaient été éduqués dans un système protestant. Et au fond, toute la réforme de l'éducation que Gérin-Lajoie a mise en œuvre, ça visait à imiter le système d'éducation des États-Unis, qui était évidemment d'esprit matérialiste, utilitariste, protestant. Alors, c'est vraiment ça qui est le cœur de la réforme Parent. Il faut savoir aussi que Paul Gérin-Lajoie est un personnage assez spécial, assez mystérieux. Il y avait derrière lui un fonctionnaire qui s'appelait Arthur Tremblay et qui est peut-être plus le véritable maître d'œuvre de la réforme que Paul Gérin-Lajoie. Paul Gérin-Lajoie, c'était le personnage public, c'était le politicien, mais je pense que le véritable penseur était plutôt Arthur Tremblay. Mais enfin, là, il y aurait une histoire à approfondir. Mais ce qui est certain, c'est que le chef du gouvernement de ce temps-là, Jean Lesage, lui, c'était pas un révolutionnaire. C'était un homme plutôt conservateur, un libéral, un vieux rouge, comme on l'était dans les années 40 et 50. Et la Révolution tranquille lui a été comme imposée par des gens qui venaient de l'extérieur du Parti libéral. Paul Gérin-Lajoie en était un, René Lévesque, Éric Kearns, c'était les trois ministres progressistes. Et quand on regarde les sondages à cette époque-là, ils n'étaient pas très appréciés dans l'opinion publique. Il y avait bien des gens qui étaient contre la Révolution tranquille. En 1964, il y avait eu un sondage sur le taux de popularité des ministres du gouvernement Lesage. René Lévesque, qui était pourtant la grande vedette de ce gouvernement-là, était peut-être la grande vedette de Radio-Canada, mais le public, il y avait 21 des gens qui l'appuyaient. Alors que Claude Wagner, le ministre de la Justice, l'homme de droite, l'homme du law and order, bien, il allait chercher un taux de popularité de 65 %. Alors, je pense que ça reflète un peu ce qu'a été la Révolution tranquille, l'œuvre de quelques ministres, mais surtout l'œuvre de jeunes hauts fonctionnaires dont Lesage s'est entouré et qui lui ont imposé un programme auquel lui-même n'avait probablement pas pensé. Il y a une anecdote qui le révèle. Lorsqu'on a présenté à Jean Lesage la deuxième tranche, ou je m'excuse, la troisième tranche du rapport Parent, celle qui recommandait l'abolition des collèges classiques, Jean Lesage est devenu tout à fait livide lorsqu'il a appris cet objectif. Alors, il était nerveux, il cherchait ses cigarettes. Quand Jean Lesage était nerveux, il devait s'allumer une cigarette. Malheureusement, il n'avait pas trouvé de paquet de cigarettes dans son veston à ce moment-là. Et il était complètement déboussolé par cette recommandation à laquelle il ne s'attendait pas. Ça, c'est une anecdote qui a été racontée par un des membres de la commission Parent, Guy Rocher, qui était présent à ce moment-là. Si Jean Lesage avait été à ce moment-là un véritable chef, il aurait dit, messieurs, il n'est pas question qu'on abolisse le système d'éducation qui m'a formé moi-même et qui a formé toute l'élite canadienne-française depuis plus de 200 ans. Votre rapport va aller à la filière ronde et vous êtes tous mis à la porte. Non, Jean Lesage s'était déjà trop engagé dans la réforme de l'éducation et il ne pouvait plus revenir en arrière, mais il a été lui-même surpris par ce mouvement. Ce que je ne comprends pas vraiment, c'est pourquoi il y avait cette espèce d'esprit de fatalisme ou de fatalité qu'il fallait maintenant s'engager sur cette voie de révolution, même si le peuple n'en voulait pas, même si ça ne semblait pas être la chose à faire, comme vous disiez. Jean Lesage disait que c'était comme ça allait contre mes propres racines, contre ce qui nous a nous-mêmes créé, fait de toutes pièces, ce système de collège classique.
Pourquoi y avait-il cette espèce de sentiment de fatalisme qu'il devait mener à terme cette réforme? Quel était ce mouvement qui semblait inexorable et fatal? Et pourquoi? Le grand débat qui se posait au Québec, je dirais entre 1945 et 1960, c'était quelles sont les causes de l'infériorité économique des Canadiens français par rapport aux Canadiens anglais. On constatait que le Québec avait un retard économique par rapport à l'Ontario. L'Ontario était plus industrialisé, plus avancé. Et au Québec même, on constatait que les Canadiens français étaient en arrière des Anglais. C'était les Anglais qui étaient patrons, les Canadiens français qui étaient les simples ouvriers. Alors, on se demandait quelle était la cause de ça. Les historiens s'interrogeaient là-dessus. Il y avait à ce moment-là 2 écoles de pensée. L'école de Québec et l'école de Montréal. L'école de Québec, c'était 3 professeurs de l'Université Laval. Je parle de Fernand Ouellette, de Jean Hamelin et de Marcel Trudel. L'école de Montréal, c'était 3 professeurs de l'Université de Montréal, Maurice Séguin, Guy Ferrigaud et Michel Brunet. Alors, l'école de Québec adhérait à peu près à la théorie de Max Weber, à l'effet que les protestants ont un esprit qui est plus favorable au capitalisme et au progrès industriel que les catholiques. Donc, leur solution, c'était il faut partiellement décatholiciser notre système d'éducation si on veut battre les Anglais sur le plan économique avec leurs propres armes, c'est-à-dire l'esprit pratique, l'utilitarisme, le matérialisme. L'École de Montréal avait une toute autre interprétation, et à mon avis, c'est eux qui avaient raison, c'est eux qui avaient l'interprétation juste. Ils disaient, ben non, c'est pas le catholicisme qui explique le retard économique des Canadiens français, c'est la conquête de 1760. Les Anglais ont, depuis 1760, le pouvoir politique au Canada. Et quand on a le pouvoir politique, quand un groupe ethnique a le pouvoir politique, il finit toujours par avoir le pouvoir économique. Donc, pour eux, la solution, c'était le nationalisme économique, c'était l'indépendance du Québec. Mais, vous savez, c'était un gouvernement libéral, fédéraliste, qui était au pouvoir à Québec. Et finalement, c'est la thèse de l'École de Québec qui a triomphé. Mmh. Alors, passons maintenant à une autre légende, une légende noire reliée à la Révolution tranquille, parce que souvent les gens disent, c'est bien beau ces histoires de système scolaire que vous dites étaient bons. Bon, le système de collège classique pourrait être bon et tout ça, et peut-être qu'il y avait une démocratie avant la Révolution tranquille, mais certainement que les femmes étaient maltraitées, qu'on obligeait les mères de famille d'avoir des enfants à tous les ans et que la Révolution tranquille aurait émancipé les femmes, aurait permis aux femmes de s'épanouir en société, d'avoir un rôle qui serait l'égal de leur dignité en tant qu'être humain. Alors, allez-vous réfuter cela aussi? Vous voulez sans doute que je parle de la fameuse légende du clérico-natalisme, l'époque où les curés supposément forçaient les femmes à avoir des enfants toutes les années, la revanche des berceaux, tout ça. Alors ça, c'est un des nombreux, je dirais une des nombreuses légendes qui constituent le mythe de la Révolution tranquille, parce que le mythe, c'est constitué par des légende thématique, je dirais. Alors, c'est une légende et on n'a qu'à regarder les chiffres pour la réfuter. En 1900, au Québec, on a à peu près une moyenne de 6 enfants par famille. En 1960, au moment du déclenchement de la Révolution tranquille, on est rendu à 3 enfants par famille. Donc, il y a eu une baisse de la natalité avant qu'il y ait une déchristianisation. Il y a un historien ontarien de l'Université McMaster qui s'appelle Michael Gauvreau, qui a écrit un livre très intéressant sur les origines catholiques de la Révolution tranquille. Et il consacre un chapitre à la question de la contraception. Et il a démontré, en fait, il soutient de manière assez convaincante que le principe de la limitation des naissances avait été enseigné par le clergé dans les cours de préparation au mariage entre 1945 et 1965. Donc, le principe de la limitation des naissances était déjà admis par l'Église au moins en 1930.
Et si on remonte plus loin, avant 1930, ben, l'Église n'avait absolument aucun discours sur le nombre d'enfants qu'une bonne famille catholique devait avoir. Bien sûr, on bénissait les familles nombreuses, mais jamais l'Église n'a dit que le devoir d'un catholique ou d'une mère catholique, c'était d'avoir 10 ou 12 enfants. Ça a été démontré, entre autres, par une historienne française, j'ai malheureusement oublié son nom, qui a écrit un livre là-dessus et qui dit qu'avant les années 1930, l'Église catholique n'avait pas de discours sur la question de la natalité. Or, quel était le débat? Parce qu'il y avait quand même un débat dans les années, disons, 60. L'Église acceptait le principe de la limitation des naissances en tenant compte de toutes sortes de conditions psychologiques, économiques, de santé physique, etc. Donc, il pouvait être justifié de limiter le nombre de naissances, mais tout était une question de moyens. C'est que l'Église condamnait les moyens artificiels, comme par exemple la pilule anticonceptionnelle, et elle recommandait des méthodes naturelles, la méthode Ogino-Billings. Et aujourd'hui, quand on pense à l'impact que la pilule anticonceptionnelle a sur les femmes à cause du cancer, on peut se demander si la recommandation de l'Église, ne serait-ce que d'un point de vue de la santé, n'était pas plus juste. Mais chose certaine, s'il avait été vrai que les curés demandaient aux femmes d'avoir un enfant toutes les années, ben faut croire que les Québécois et les Québécoises n'écoutaient pas du tout les curés, puisque pendant tout le 20e siècle, on voit une baisse constante du taux de natalité. Et la baisse a été plus importante, en pourcentage, la baisse du taux de natalité au Québec a été plus importante entre 1920 et 1960 qu'elle ne l'a été entre 1960 et 2000. Alors, moi, j'ai de la parenté sur le côté de ma mère, de la parenté canadienne-française. Alors, j'ai 12, c'est une famille de 12. Et plusieurs tantes vont vous dire à vous, c'est bien beau ce que vous dites, là, vos chiffres, mais nous autres, nous savons que les curés privaient des sacrements les femmes qui n'avaient pas d'enfants régulièrement, puis on le sait, ça, on le sait. Alors, vous pouvez vous sortir tous vos chiffres que vous voulez, monsieur, là, mais nous autres, ma mère a vécu ça dans le confessionnal. Le curé lui a dit de ne pas se présenter à la communion, etc., etc. Et comment osez-vous dire que ça ne s'est pas passé? Et comment est-ce que ces femmes-là auraient inventé cela? Alors, est-ce que vous avez quelque chose à répondre par rapport à ce genre d'objection? Oui. À chaque année, les curés faisaient une tournée paroissiale. Ils allaient dans chaque famille et faisaient des rapports très détaillés à leurs évêques sur l'état de leur paroisse. Et donc, si les curés s'étaient préoccupés du taux de natalité, il y en aurait des traces dans les archives diocésaines. Or, on n'en a pas trouvé. Les curés n'informaient pas les évêques du nombre d'enfants puis de la distance qu'il y avait entre chaque naissance. Les curés ne posaient pas de questions là-dessus. Maintenant, pour ce qui est des confessionnaux, ben là, c'est un peu plus dur parce que c'est plus dur pour un historien de travailler là-dessus parce qu'il y a le secret de confession. Mais on peut regarder les traités de théologie morale, les recommandations qui étaient faites aux confesseurs, et les recommandations, c'était de ne pas trop achaler les pénitentes sur cette question-là. Ça, il y a des textes qui le montrent. Maintenant, vous allez dire, ouais, mais moi, je connais une tante qui m'a dit qu'elle avait su que... Bon, mais tout ça, c'est du oui-dire. Et c'est des idées qui ont été répandues après 1960 dans les journaux populaires du Québec, où on racontait des histoires semblables et les gens ont fini par y croire. Mais un historien travaille avec les archives de l'époque. Alors, si vous voulez me dire, ben, telle chose est arrivée en 1940, arrivez-moi avec un témoignage, avec un document qui date de 1940. Il y a des historiens sérieux qui ont fait des études, qui ont fait des archives orales auprès de personnes âgées pour essayer de savoir un peu plus qu'est-ce qui avait pu être dit au confessionnal à ce sujet-là. Et les conclusions de ces études vont dans le même sens que ce que je vous disais. Hein. Les prêtres n'achalaient pas les femmes avec ça. Mais alors, ce que vous me dites à date et ce que votre livre semble démontrer, c'est incroyable, c'est que au sujet de la Révolution tranquille, nous avons menti. On nous a menti concernant le système d'éducation au Québec, qui était excellent avant la Révolution tranquille. On nous a menti sur
les femmes, comment on traitait les femmes avant la Révolution tranquille. On a menti sur les raisons pour le retard économique. On disait que c'était à cause du catholicisme quand c'était plutôt à cause d'une conquête, le fait que le pouvoir politique était ailleurs. Alors, comment réagir à cela? Comme, vous parliez dans votre présentation du livre d'une dépersonnalisation. C'est comme si on a causé un choc traumatique au peuple canadien-français, puis ensuite, dans cet état de vulnérabilité, on lui aurait glissé toutes sortes de faux souvenirs. Est-ce là un peu votre analyse de la situation? Oui, effectivement. Les faux souvenirs, la mémoire reconstituée, c'est quelque chose de réel et c'est quelque chose de très néfaste, tant pour les individus que pour les sociétés. C'est George Orwell, hein, le célèbre auteur de 1984, qui disait « Celui qui contrôle l'histoire contrôle le présent ». Alors, on contrôle les mentalités du présent par la manière dont on enseigne l'histoire. Et si on fausse l'histoire, ben, on va renforcer certaines tendances de la société actuelle. Et d'ailleurs, c'est ça le grand plaisir, la grande mission d'un historien, c'est de rétablir la vérité, de rétablir les faits. C'est un peu ce que j'ai voulu faire en écrivant ce livre. Bon, maintenant, pour ce qui est de la question de la dépersonnalisation, alors, j'avais lu tout simplement sur Wikipédia la définition de ce syndrome, cette crise psychologique qu'on appelle la dépersonnalisation. Et ça m'avait frappé parce que je dis, ben, on pourrait la transposer collectivement à la société québécoise. Bon, ça vaut ce que ça vaut quand on fait de la psychologie sociale, c'est plutôt une allégorie, mais voici un peu ce qui s'est passé. C'est que les Québécois, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ont subi comme un choc. Comme toutes les sociétés occidentales d'ailleurs, les choses ont changé tellement vite après la Deuxième Guerre mondiale. Hein, quand vous pensez qu'en 1945, la majorité des gens au Québec continuent à se chauffer au bois, à s'éclairer à l'huile et à se transporter avec des chevaux. En 1955, 10 ans après, tout ça a quasiment disparu. On n'a pas idée du changement rapide qu'il y a pu avoir. Or, ça vous déboussole les points de repère d'une culture, d'une société. Toutes les sociétés occidentales ont été frappées par ça. L'Ontario, les États-Unis, la France aussi. Mais au Québec, c'était dans un contexte particulier, dans le contexte d'une société qui était colonisée, qui avait un complexe d'infériorité par rapport aux Anglais. Et je dirais que ce choc psychologique a entraîné une espèce de fuite en avant. En quelque part, on admirait le colonisateur anglo-saxon et on le détestait. On voulait le combattre. Et pour le combattre, on s'est dit, ben, on va prendre ses propres armes. Hein? On va combattre le feu par le feu. Alors, c'est quoi les armes du monde anglo-saxon, de la culture anglo-saxon? Ben, c'est le matérialisme, l'utilitarisme, le capitalisme. Alors, on va les imiter, on va se débarrasser de notre catholicisme et de notre culture classique française. Le changement a été tellement radical qu'on a changé de nom. Alors ça, c'est assez spécial. On était des Canadiens français, puis on est devenus, en une dizaine d'années à peu près, entre 1960 et 70, des Québécois. Il y a bien des peuples qui ont fait des révolutions dans l'histoire, mais quand ils font une révolution, ils ne changent pas de peuple. Hein? Quand, par exemple, les Français ont fait la Révolution française, bien, ils ont continué à s'appeler des Français. Quand les Turcs ont fait la Révolution kamaliste en 1922, révolution très, très importante, autant que la Révolution tranquille au Québec, bien, ils ont continué à s'appeler des Turcs pareil. Nous, on a changé de nom parce que c'est comme si on voulait changer de personnalité. Il y a une rupture assez importante. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je prône un retour au terme de Canadien-Français pour rétablir cette continuité avec nos ancêtres. OK. Alors, dans votre livre, vous parlez aussi du rôle de l'Église catholique dans cette révolution tranquille et que pour plusieurs de nos auditeurs, ils penseraient peut-être que l'Église résistait bec et ongle à la révolution tranquille, mais que dans le livre, on est surpris de voir que
dans certains ou plusieurs des aspects, et notamment dans le chapitre dévoué au cardinal Léger, un chapitre fascinant, c'est mon chapitre préféré, disons, du livre, et aussi pour la réforme Parent, alors en éducation, nous voyons qu'il y a eu un changement radical au niveau du catholicisme qui a fait en sorte que la Révolution tranquille soit possible. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment l'Église catholique aurait pu contribuer à cette dépersonnalisation du peuple canadien français? Ben, encore une fois, je vous signale c'est le magnifique livre de Michael Gauvreau, Les origines catholiques de la Révolution tranquille, où lui, il démontre en fait que c'est le clergé qui a préparé la Révolution tranquille. Le clergé québécois entre 1930 et 1960. À cause de l'influence du personnalisme chrétien d'Emmanuel Mounier, de la revue Esprit en France, qui avait son pendant au Québec avec la revue Cité Libre. Et il y a toutes sortes d'influences qui sont montrées dans ce livre-là. Alors non, la Révolution tranquille a été une révolution en soutane. C'est vraiment le clergé qui a pris l'initiative. Mais tout cela ne se serait pas réalisé s'il n'y avait pas eu le Concile Vatican II. C'est la clé de compréhension de la Révolution tranquille au Québec. Vous ne la trouverez pas au Québec, vous allez la trouver à Rome. C'est ce qui se passe à Rome qui explique ce qui est arrivé au Québec. Et un cas assez frappant, c'est lorsque, en 1963, Paul Gérin-Lajoie présente le premier projet de loi pour créer un ministère de l'Éducation. Les évêques sont très réticents. Le cardinal Léger donne un coup de téléphone au premier ministre Lesage et lui dit « Moi et mes collègues, on a des réticences avec votre projet de loi. » Tout de suite, le premier ministre retire le projet de loi du feuilleton de l'Assemblée nationale. Il le remet à plus tard, où il nomme une commission d'enquête et il veut gagner du temps. Dans les journaux, à l'époque, on a dit « Le gouvernement recule sur un coup de fil du cardinal Léger. » Et effectivement, il suffisait d'un coup de téléphone du cardinal Léger pour stopper la réforme de l'éducation. Paul Gérin-Lajoie arrive avec un autre projet de loi qui est à peine remanié. On a changé un petit peu le préambule, l'introduction. On est rendu maintenant en décembre. C'était en juillet 63 que le projet de loi est retiré. Il est représenté en décembre 63 et là, les évêques l'acceptent. Qu'est-ce qui s'était passé entre-temps? C'est que tous les évêques du Québec étaient allés à Rome pour la deuxième session du Concile Vatican II. Et lorsqu'il était à Rome, il se préoccupait sans doute pas beaucoup de ce qu'on disait au Concile. Il se préoccupait surtout de ce qui se passait au Québec. Et c'est là qu'ils ont établi un nouveau consensus à l'effet qu'ils étaient pour accepter de céder leur autorité sur le système d'éducation à l'État. Et je pense que la majorité des évêques étaient probablement contre la réforme Parent. Mais il y en avait deux qui étaient pour. Et c'était les deux plus importants. Le cardinal Léger à Montréal et le Monseigneur Roy à Québec. Évidemment, c'est eux qui ont une oreille plus attentive à Rome. Mais comme la plupart des autres évêques de province étaient contre cette réforme, il y en a qui l'ont combattue très, très vivement. Je pense par exemple à Monseigneur Martin, l'évêque de Nicolette, ou à Monseigneur Cabana à Sherbrooke. Il y en a plusieurs. Il y avait plus d'évêques qui étaient contre que pour. L'épiscopat était très, très divisé. Quand un sujet aussi important divise un épiscopat de manière aussi profonde, c'est toujours le Saint-Siège qui tranche la question. Et j'ai l'impression qu'entre juillet 63 et décembre 63, il y a eu une intervention du pape ou du moins de gens très, très proches du pape sur nos évêques pour leur donner l'ordre d'accepter de laisser l'éducation au Québec aux mains de l'État. Et donc, ça ouvrait la porte à la laïcisation parce que Paul Gérin-Lajoie avait beau dire ça ne touchera pas au caractère catholique de l'enseignement, même si c'est l'État qui le dirige. Les crucifix vont rester dans les écoles. Il y a eu des promesses terribles qui ont été faites là-dessus. On les multipliait. On a vu qu'en moins de 10 ans, il n'y avait plus de crucifix dans les écoles et que les écoles étaient rendues tout aussi laïques et tout aussi même antichrétiennes que dans d'autres pays. Alors ça, c'est donc, selon vous, c'est l'esprit du Deuxième Concile qui aurait
disons, briser la volonté des évêques ou faire en sorte que les évêques puissent accepter une déconfessionnalisation du système scolaire au nom d'une certaine liberté religieuse? Oui, en fait, ce que je dis, c'est que le Vatican a poignardé dans le dos les évêques conservateurs au Québec qui étaient prêts à mener un combat, et s'il l'avait mené, il l'aurait probablement gagné. Jean Lesage craignait beaucoup un affrontement avec l'Église. Et je pense qu'il aurait reculé assez rapidement si l'Église s'était opposée à la réforme de l'éducation. Mais il y avait aussi des évêques progressistes, hein, notamment le cardinal Léger, qui, lui, était favorable à ce transfert-là. D'ailleurs, il y avait même, dans son propre diocèse, il avait déjà commencé à transférer des écoles à l'autorité de laïcs et à l'autorité de l'État avant même la fin du rapport parent. Alors, il avait même pris les devants. OK. Alors, maintenant, nous sommes en 2018 et je voulais vous poser une question sur la situation actuelle parce que ça semble avoir changé. Le terrain politique s'est transformé au niveau de la province. C'est maintenant la CAQ qui est devenue la force politique au détriment du Parti québécois. Et même le Parti libéral s'est fait presque rayer de la carte, sauf pour quelques endroits sur l'île de Montréal. Alors, voyez-vous en la CAQ un genre de reconstitution de l'Union nationale et voyez-vous d'un bon œil ces développements-là, voyez-vous, comme les prémices d'un retour vers quelque chose d'intéressant, de renouer avec le passé de l'avant-révolution tranquille avec la CAQ? Non, pas du tout. La CAQ n'est pas du tout une résurrection de l'Union nationale. Elle n'a rien de nationaliste, elle n'a rien de catholique, elle n'a rien de conservatrice. Alors la CAQ, c'est le néolibéralisme, c'est le néoconservatisme à l'américaine. C'est dans la même lignée que Donald Trump et je ne pense pas que la renaissance de la civilisation va venir de là. Voyez-vous, dans toutes les sociétés occidentales, actuellement, on a à peu près le même pattern politique. Et au Québec, on l'a aussi. Ce qu'on a besoin, ce que le système mondialiste a besoin, c'est d'un parti de centre qui soit très puissant. Alors, ça, on l'a, c'est le Parti libéral. Il revient continuellement au pouvoir, mais il ne peut pas garder tout le temps le pouvoir. Donc, il perd de temps en temps le pouvoir. Ça prend aussi une opposition alternative. Alors, ça prend une droite molle, ça, c'est la CAQ, ou une gauche molle, ça, c'est le Parti québécois. Mais ça prend aussi une gauche radicale pour faire avancer les choses, pour que notre gauche molle devienne un peu plus gauchiste, que notre centre devienne un peu plus à gauche et que finalement notre droite molle finisse par être de centre-gauche. Et on a très, très bien ça. La seule chose que le système mondialiste ne peut pas tolérer, c'est une véritable droite nationale, chrétienne, cohérente, antilibérale et anticapitaliste. Et ça, on n'en a pas au Québec comme on n'en a pas dans aucune société occidentale. Même là où il y en avait, comme le Front national en France, ben, il semble avoir été récupéré par le système. Et je me demande si le Front national de Marine Le Pen ne pourrait pas maintenant être qualifié tout simplement de droite molle, un peu comme la CAQ. Cependant, il y a des espoirs. Hein? Il y a quand même quelques pays où il y a des choses intéressantes qui se passent, notamment en Italie, en Hongrie, en Pologne, peut-être au Brésil, où ici on verra qu'est-ce qu'il y en est. Mais non, je ne crois pas que la CAQ s'inscrive dans ce mouvement populiste. Vous allez voir, ce ne sera pas long. Ils vont ressembler beaucoup aux libéraux, puis ils vont tellement ressembler aux libéraux que les gens vont décider de ramener les libéraux au pouvoir. Alors donc, selon vous, en tant qu'historien, auriez-vous vu par le passé des pays qui ont su renouer avec leurs racines chrétiennes pour ensuite rectifier le tir? Parce que vous parliez du mondialisme. Alors, le mondialisme, c'est un système dissolvant des nationalités qui cherche à homogénéiser tous les peuples, les rendre un peu interchangeables, dissoudre les nations en individus interchangeables eux-mêmes par des migrations, par l'immigration, par différents flux de population. Et donc, nous voyons cette tendance de dissoudre toutes les nationalités. Mais
selon vous, est-ce que vous auriez vu d'autres pays sortir de cette... vous avez parlé de la Hongrie, de la Pologne, de l'Italie, mais peut-être par le passé aussi, dans d'autres périodes de l'histoire, auriez-vous vu une tendance vers une restauration des valeurs chrétiennes et d'un nationalisme affirmé? Et comment a été faite cette restauration-là? Je vais vous sembler sans doute très pessimiste, mais non. Je dirais que depuis 1789, toute la civilisation occidentale est continuellement en voie de déchristianisation. On est rendu très, très loin dans le processus. Il n'y a jamais eu de retour en arrière. Il y a eu cependant des moments où le mouvement révolutionnaire a été ralenti. Le mouvement révolutionnaire est ralenti pour ne pas déraper. Souvent, c'est les révolutionnaires eux-mêmes qui deviennent un peu plus conservateurs pour éviter une véritable réaction. C'est le rôle, par exemple, de Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte a ralenti la Révolution française, mais c'était pour mieux la sauver, c'était pour mieux établir un nouveau système. Il a très bien fait ce travail. C'est ce qu'on appelle les faux contre-révolutionnaires. Ça, il y en a beaucoup à droite, des faux contre-révolutionnaires. Napoléon en est un, Charles de Gaulle en est un autre. Je pense que Donald Trump en est un aussi. Et au fond, il travaille au service du système, même s'il donne l'impression de le combattre. Toutefois, il y a eu des mouvements de renaissance intellectuelle très, très intéressants. Je pense par exemple au mouvement de l'ultramontanisme dans l'Église catholique au milieu du 19e siècle. Je pense au mouvement intellectuel de l'Action française en France au début du 20e siècle. Ici au Québec, on a eu tout le nationalisme grouxiste dans les années 20-30 qui était très, très intéressant, où on peut puiser des idées qui nous seraient encore très utiles aujourd'hui. Mais de croire qu'un mouvement politique qui a pu ralentir la progression de la révolution avec un grand R, et quand j'entends révolution avec un grand R, je parle en fait de cette révolte de l'homme contre Dieu, hein, parce que nous sommes dans un monde où il y a deux religions qui s'affrontent. Pas plus compliqué que ça. Il y a la religion chrétienne, ça c'est la religion du Dieu qui se fait homme, et la religion libérale, ça c'est la religion de l'homme qui se fait Dieu. Mais depuis 1789, le libéralisme a continuellement progressé, mais il y a eu certains ratés, certains ralentissements, certains dérapages peut-être, assez temporaires. Donc selon... J'aime bien citer cette formule de l'historien Michel Brunet qui disait l'historien doit être le premier à savoir et le dernier à s'étonner. Alors, ne vous étonnez pas si les historiens sont toujours un peu pessimistes. OK. Moi, je parlais aussi de la possibilité de comparer l'ère contemporaine à, non pas 1789 et après, mais peut-être autour des années 400 quelques. Est-ce que vous voyez comme une comparaison entre, disons, le déclin de l'Empire romain et le temps présent, où les choses s'effondreront? Et ensuite, ça sera des genres de monastères qui vont se constituer pour continuer à porter l'étendard de la civilisation occidentale? Ben, je pense qu'effectivement, c'est les monastères qui ont sauvé la civilisation après la chute de l'Empire romain, et c'est peut-être encore les monastères qui vont sauver la civilisation après la chute de l'Occident. Okay. Il y aura quelque chose, l'Église va survivre, l'Église a des promesses d'éternité. Il y aura une autre civilisation chrétienne, elle ne sera peut-être pas exactement comme ce qu'on a connu dans le passé. Il n'est pas non plus nécessaire qu'elle soit exactement comme ce qu'on a connu dans le passé. Il ne faut pas croire que le christianisme est en train de mourir. Hein. Quand vous pensez qu'actuellement, sur la planète, il y a pas moins de 500 000 prêtres catholiques. Il y en a beaucoup plus qu'on en avait en 1950. Alors voilà une armée, si je peux dire, qui serait mobilisable, mais encore faudrait-il qu'il y ait un changement à la tête. Et comme le changement doit être à la tête, il pourrait être assez rapide. C'est pas avec nos deux François actuels, là, le François qui est à Rome et le François qui est à Québec. Je pense pas que le changement vienne d'eux. Mais le jour où on aura une direction différente dans l'Église et dans l'État, ben on va être très surpris de voir que
le pays réel, comme disait Charles Maurras, hein, les gens, les Canadiens français réels, les catholiques sincères sont encore beaucoup plus nombreux qu'on pense. Alors, oui, parlant du catholique sincère, même de la personne agnostique ou athée de bonne volonté, plusieurs jeunes aujourd'hui et moins jeunes ne se voient pas dans le christianisme, pensent que c'est une religion que, comme toutes les religions, serait dépassée par le temps. On est en 2019 et... Bon, avec la technologie et tout ce qu'il y a autour de nous, bien, la religion, ce n'est plus nécessaire, ce n'est plus... c'est des vieilleries, des livres dépassés. Et bon, qu'est-ce que vous diriez donc à un jeune Québécois, un étudiant au baccalauréat, quelque chose du genre, de bonne volonté, qu'est-ce que vous lui direz pour lui faire entamer un genre de processus de prendre le catholicisme, le christianisme au sérieux et pour lui montrer que c'est quelque chose qui peut être vécu aujourd'hui et qui a un avenir? Bien, premièrement, s'il s'intéresse à l'Église catholique, je lui dirais ne lis rien après 1960. Après le Concile Vatican II, tout est effondré. Il faut revenir à ce qui a été écrit, ce qui a été dit avant Vatican II. L'argument de la technologie me fait un petit peu sourire parce que les jeunes que je connais qui se sont convertis dans les dernières années se sont tous convertis par Internet. Alors, la technologie, contrairement à ce qu'on pense, elle peut aider. Elle aide même beaucoup la diffusion de la foi. Quand vous dites que les statistiques prouvent qu'actuellement, dans un pays comme l'Algérie, hein, c'est un pays musulman qui est assez sévère face au catholicisme. Bien, il y a une montée, il y a une recrudescence de la foi catholique en Algérie. Il y a de plus en plus de gens en Algérie qui se convertissent à la foi catholique. Pourquoi? Parce que l'islam ne répond pas du tout à leurs besoins. Mais où est-ce qu'ils le découvrent, ce fameux catholicisme? Il n'y a pratiquement pas de missionnaires catholiques en Algérie. Bien, ils le découvrent par Internet et ils se convertissent par Internet. Alors, qu'on ne sorte pas l'argument de la technologie, là, c'est un argument complètement absurde. Une société chrétienne, une société catholique pourrait être de très haute technologie. Une civilisation chrétienne aurait pu débarquer un homme sur la Lune, mais au lieu de planter un drapeau américain, il aurait planté une croix, comme Christophe Colomb a fait quand il est arrivé en Amérique. Alors, la technologie n'amène pas du tout, ne justifie pas du tout un recul de la foi catholique. Alors, ce que je dirais à un jeune, première étape, il doit un peu remettre en question les valeurs, ou plutôt l'absence de valeurs qu'on lui présente aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'une clé de réflexion dans la jeunesse, c'est la question de l'amour. Alors, tout le monde est à la recherche de l'amour, hein, à toutes les époques, à tous les âges même. Ben, qu'est-ce que la société actuelle, avec son discours ultralibéral, LGBT, hypersexualisation et tout ça, qu'est-ce que cette société-là a à offrir sur le thème de l'amour? Ben, pas grand-chose. Et ça, je pense que tout le monde l'admet. Et s'il se tourne vers Jésus-Christ, qui, lui, a donné son sang par amour pour les hommes, s'il se tourne vers le modèle de la Sainte Famille, hein, qui était un modèle idéal de couple, Marie et Joseph, ben, il va avoir au moins une alternative, un projet qui pourrait lui servir de référence. Alors, j'ai l'impression que c'est comme ça. Il y a certains jeunes que je connais qui s'intéressent à l'Église catholique par nationalisme. C'est des nationalistes canadiens-français. Ça peut être une voie. D'ailleurs, ça a été la voie un peu de ma conversion. Je suis devenu catholique parce que j'étais nationaliste, mais je pense pas que c'est la voie la plus répandue. Mais par contre, si les jeunes ne veulent pas répéter l'échec familial et amoureux de leurs parents, qui est malheureusement trop fréquent, ben, il faut qu'ils trouvent quelque chose d'autre. Alors, juste un point sur votre cheminement. Vous avez parlé de votre conversion par le nationalisme, mais dans votre passé, est-ce que vous avez toujours été un homme plutôt de tradition, un homme de conservatisme, ou est-ce que vous avez subi une conversion rapide parce que les personnes de votre génération ont dû être exposées pas mal à cette propagande post-Révolution tranquille?
Et n'avez-vous pas été exposé à cela? Et comment en êtes-vous sorti? Ben, comme vous avez dit dans l'introduction, je suis né en 1961, donc j'ai pas vraiment connu le Québec traditionnel, le Québec d'avant la Révolution tranquille. J'étais dans une période de changement. Je me souviens que lorsque j'ai fait ma première communion, on communiait encore à genoux et sur la langue. Un an après, à l'école, on nous avait appris à communier debout et dans la main. Alors, vous voyez, on était vraiment dans une phase de transition. Au début de l'adolescence, j'ai perdu la foi, ou du moins, j'ai cessé la pratique religieuse. En réalité, j'ai peut-être pas vraiment perdu la foi. Vous savez, cesser la pratique et perdre la foi, c'est pas exactement la même chose. Mais en tout cas, chose certaine, j'ai cessé à peu près toute pratique religieuse au début de l'adolescence, mais je continuais à m'intéresser à la question religieuse, à la question de Dieu. J'étais un des rares élèves au secondaire qui trouvait le cours de religion intéressant et qui participait beaucoup. Ce qui m'a converti, ça a été beaucoup la lecture de Lionel Groulx. Alors, je me suis intéressé à Lionel Groulx par nationalisme. J'ai entrepris une recherche de maîtrise sur l'Action française et je cherchais du nationalisme chez Groulx jusqu'à temps que je découvre, enfin, je vois que finalement, c'est le catholicisme qui est plus important pour Groulx. Le nationalisme canadien-français, c'est secondaire ou c'est important seulement dans la mesure où ça conduit au catholicisme. Et j'étais là chez moi, je lisais l'Action française et j'étais d'accord avec tout ce que je voyais là-dedans. Et je comprenais que leur nationalisme reposait sur le catholicisme. Alors je me suis dit, ben, de deux choses l'une, ou bien ces gens-là se contredisent, ou bien c'est moi qui me contredis en étant nationaliste sans être catholique. Et à partir du moment où j'ai fait cette réflexion-là, ben, j'ai décidé de retourner à la messe et progressivement, ben, j'ai approfondi mon expérience religieuse. J'ai découvert tout le problème de la crise de Vatican II, mais ça, je dirais que j'étais... C'est drôle, je me définis comme un catholique traditionnaliste, mais je dirais que j'étais traditionnaliste avant d'être catholique. Alors, j'ai toujours eu un instinct plutôt conservateur, plutôt de droite. Quand j'étais en secondaire 4, au Collège de l'Assomption, je défendais Duplessis dans le cours d'histoire. Hein. C'était pas très populaire à l'époque. On est dans les années 1970, à peu près 77, 78. Alors, mon enseignante d'histoire, qui était une bonne péquiste de centre-gauche, était bien scandalisée que je puisse défendre Duplessis. Mais j'ai toujours eu cet attrait un peu instinctif pour tout ce qui était ordre, autorité, tradition. Mais il manquait quelque chose, et ce quelque chose-là, je l'ai trouvé lorsque je me suis converti à la foi catholique. Excellent. Alors, le livre que vous avez publié dernièrement, Pour en finir avec la Révolution tranquille, le mythe de la Révolution tranquille, où est-ce que les gens peuvent se le procurer? Comment? C'est un livre électronique qu'on peut télécharger gratuitement, tout simplement en faisant sur Google le titre ou mon nom, Jean-Claude Dupuis, historien. Vous allez le trouver assez facilement. C'est édité par la maison Fondation littéraire Fleur de Lys, dont le siège social est à Lévis. Et j'en profite pour féliciter cette maison d'édition qui donne une pleine liberté d'expression à ses auteurs. Et je ne suis pas sûr que mon livre aurait pu être édité par une grande maison d'édition connue au Québec. Alors, donc, il est téléchargeable très, très facilement. OK, merci. Alors, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, vous pouvez aussi aller sur le site de Campagne Québec Vie et voir les chroniques de Jean-Claude Dupuis. Il écrit une chronique à toutes les semaines et dont la dernière chronique porte sur le livre et vous pouvez cliquer sur le lien dans l'article pour vous procurer le livre Pour en finir avec le mythe de la Révolution tranquille. Moi, je l'ai lu dans 2 jours. C'était fascinant. Il y a des chapitres sur Cardinal Léger qui, à eux seuls, valent tout le livre. Alors, je tiens à vous remercier et à vous féliciter, M. Dupuis, pour votre excellent travail et à la prochaine. Merci. À la prochaine.